Bonjour, aujourd'hui je vous propose qu'on utilise l'oscilloscope pour faire l'analyse de la communication série. Notre oscilloscope, il permet de mesurer, c'est certain, la communication, mais en plus, il y a un décodeur qui est embarqué à l'intérieur. Donc, on va en tirer profit, puis le faire travailler pour nous un petit peu. Ici, il y a un petit programme qu'on a déjà vu ensemble. Donc, le programme, ce qu'il fait, on y initialise le UART. Dans ce cas-ci, je vais l'indiquer à côté, mais on est à 250 kilobaud en ce moment. On a aussi un LED qui est activé pour éventuellement pouvoir faire des mesures de durée à l'intérieur de notre programme. Et tout ce que fait ce programme-là, il vérifie est-ce que j'ai des données de reçu. Si oui, il récupère la donnée, il transforme la donnée reçue, donc un l'octet reçu, il va le transformer en texte. Donc par exemple, si on envoie de façon numérique la valeur 10, bien, ici il va retourner le texte 10 de l'autre côté. Donc on va créer avec ITOA un message qui va contenir donc la valeur numérique, mais cette fois-ci en forme de texte. On envoie le texte sur le port série, mais cette fois-ci du côté de la transmission. Puis on active l'interruption qu'on avait vue ensemble de transmission. En fait, lorsque UDR en transmission est vide, ça va aller charger automatiquement une espèce de tableau de transmission qu'on a chargé ensemble. Donc pour ça, naturellement, si vous n'avez pas vu la vidéo sur la communication série et les fils circulaires, il faudra aller le voir pour mieux comprendre ce petit programme-là qu'on est en train de regarder ensemble. Donc, je télécharge ça à l'intérieur de ma plaquette. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le résultat à l'oscilloscope en fonction de ce qu'on transmet. Donc, on va s'ouvrir une console de communication. Mon port à moi, il est à 250 000 baud. Donc, je suis en 8N1. On va fonctionner comme ça. Je change les paramètres. Je vérifie ici que mes paramètres sont bien entrés. Je m'en viens dans l'onglet Send. Donc, moi, j'utilise RealTerm. Il faut utiliser une autre console pour faire ce genre de test-là. Et nous, on va envoyer, pourquoi pas, on va commencer par envoyer 1, 2, 3, le nombre 123. Donc, de ce côté-ci, on va envoyer un nombre et nous, on va recevoir en texte la réponse. Donc, il nous retourne 123. Bon, ça ne nous impressionne pas tant que ça. En plus, on voit juste comme peut-être un écho. Ce qu'on va voir, c'est regarder ce qui s'est passé, mais à l'oscilloscope. Ici, j'ai l'oscilloscope et on voit ce que lui a saisi. Donc, dans un premier temps, ici, sur le signal du canal 2, on a la transmission qui a été effectuée à partir de l'ordinateur vers le Arduino. Donc, ce qu'on voit en rose, c'est la réception au niveau de l'Arduino et la transmission de l'Arduino qui est ici. Bon, pour faire l'analyse de ces bits-là, il faudrait certainement arriver puis regarder pour chaque durée de temps exactement c'est quoi les données qu'on a transmises. Donc, ce qu'on va faire, on va le faire de façon manuelle une première fois. Donc, on sait ici, nous, on va analyser la section qui est ici. On va agrandir la zone de temps. Bon, on se souvient que le premier bit, c'est le start bit. Donc, on n'est pas certain de la durée. Nous, on sait qu'on envoyait la valeur 123. Mais 123 en décimale, ça correspond à quoi? On s'en vient ici dans la calculatrice. On va aller dans le mode programmeur. On rentre 123. On regarde au niveau binaire ce que c'est supposé nous donner. Donc, on voit que ça va nous donner 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Bon, est-ce que c'est ce que ça nous donne en ce moment? Donc, on pourrait dire que ça, c'est durée de 2 bits. Donc, on a notre 1, 1 ici, 1, 0, une durée de 4 bits, donc 2 fois plus long que celui-là ici, 1 bit à 0, et ensuite notre stop bit qui est ici. Donc, oui, ça correspond à 123. Naturellement, pour vérifier la durée d'un bit, on peut aussi utiliser les curseurs pour se donner une meilleure vue. On pourrait faire allumer les curseurs. Ici, pour faire allumer les curseurs, on appuie sur le bouton curseur, puis on va pouvoir les déplacer à l'aide du bouton d'ajustement qui est ici. Donc, je vais déplacer directement sur l'oscilloscope, ça va être un peu plus facile. Je vais positionner sur le premier côté. Ensuite,
je vais chercher l'autre curseur. Donc, pour sélectionner un curseur et un autre, on appuie sur le bouton. Ici, c'est les deux qui sont sélectionnés. Celui qui est en surbrillance, ben, c'est celui qu'on est en train de déplacer. Là, on voit, bon, ici, on a les informations. La durée, donc c'est sûr que je ne suis pas tout à fait dans le cas du deuxième curseur. On pourrait améliorer un peu son positionnement. Donc ici, c'est à peu près bon. Donc là, on est bon, à 250 kHz qui fait du sens. Là, je peux le mettre au fond de cette manière-là. Où les deux curseurs vont se déplacer un après l'autre. Donc là, on peut le voir là, quand même assez bien. Ici, que j'ai 2 bits. Donc 1, 1, 0. Après ça, on peut le mesurer 1. Puis on peut se mettre un petit élément pour se rappeler où ce qu'on était. 1. 1. Donc on voit bien qu'il y en avait 4 qui étaient à 1. Et finalement, notre dernier ici, qui est à 0, qui dure encore un temps, la durée d'un symbole. Donc, on a notre start, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ce qui correspond à 123 selon ce qu'on avait vu pour la transformation de décimale en binaire. Donc, c'est très bien. La donnée correspond. C'est quand même assez long de faire ça, donc imaginons pour le faire au niveau du signal transmis, ça va être quand même aussi très long, puis on peut le faire, donc je peux déplacer de façon manuelle le signal et encore une fois faire l'analyse, un à côté de l'autre, de tous mes signaux. Mais bon, je vous ai parlé au départ qu'il y a une autre méthode, puis c'est celle qu'on va utiliser. Je vais juste faire disparaître mon curseur ici pour alléger l'affichage. On a le bouton Décode qui est ici. On vient dans le menu Décode. Ici, bon, je vais juste sortir de ce menu-là, je ne sais pas où je suis. OK, donc décodeur 1. Donc, on peut choisir, on a, semble-t-il, plus qu'un décodeur, on en a deux. Donc, le premier décodeur, on va lui dire que le protocole, on a le choix de plusieurs protocoles. Dans ce cas-ci, nous, c'est UART qui nous intéresse, donc on va conserver UART comme étant le protocole qu'on veut garder. On peut spécifier les signaux. Donc, dans ce cas-ci, le RX, nous, c'est pas ça. Donc, on va changer ça. RX, c'est le canal 2. C'est bien. Et pour le TX, c'est le canal 1. Excellent. Ensuite, ici pour la limite, ça c'est au fond pour les tensions. Nous, on peut dire que les signaux de détection, à quelle hauteur on voudrait les avoir. Bon, on a une logique 0,5 volts autour de, ici le 2,5 c'est bon. Ici, il est peut-être un peu haut. On pourrait le réduire un peu. Je vais y aller avec la roulette directe. OK. Au milieu, c'est quand même un bon niveau de détection. Ensuite, on a configuré nos signaux. Maintenant, on va continuer la configuration. Donc, ici, les premières informations qu'on peut configurer, c'est la vitesse de communication. Bon, le 250 000 n'est pas dans les options qui est offerte. Donc, on est obligé d'aller dans Auto-définition et on vient ici définir l'autodéfinition. Il faut savoir, pour faire varier l'autodéfinition, on utilise la petite roulette qui est ici. Mais là, si on touche à ça, on voit que ça ne change pas beaucoup à la fois. Si jamais on appuie, on est capable de se promener puis de rentrer le chiffre qu'on voulait. Donc, c'est la façon dont j'ai procédé pour entrer le 250 000. Sauf que là, c'est déjà fait. On va juste faire OK. On va conserver notre 250 000. La longueur des données, pas de parité, un bit d'arrêt, donc 8N1. Quelle autre configuration qu'on peut faire? Bon, le niveau idle, souvent, lui, il fonctionne pour le RS-232 qui n'a pas le niveau de suspension, là, où il ne se passe rien, comme nous. Quand il ne se passe rien, le niveau il est haut, mais c'est des fois l'inverse. Donc, dépendamment si vous êtes au niveau du microcontrôleur
ou si vous êtes l'autre bord d'un chip qui va transférer ça en RS232, donc ça pourrait varier. Bon, dans notre cas à nous, le niveau de repos, c'est haut, donc ça c'est correct. Et l'ordre des bits, c'est le moins significatif en premier. Donc ça c'est le format habituel. Excellent, donc toute la configuration est faite. Puis théoriquement, maintenant on pourrait faire l'affichage. L'afficheur on, si je mets ça à off, ça disparaît. Si je mets on, on voit, ça vient d'apparaître en bas. Page suivante, qu'est-ce qu'il nous reste? On peut encore choisir d'autres choses. Qu'est-ce que c'est? Bon, afficheur à on peut scroller, le nombre de lignes, ok, d'accord, c'est pas ça que je voulais. Ici, on a les formats. Donc, nous, on sait qu'on va envoyer décimal et ASCII. Donc, on pourrait dire, ok, ben pour celle-là, je vais le laisser en décimal pour là. Puis après, je vais le changer pour ASCII pour vous montrer qu'est-ce que ça va donner. Donc, ça, c'est bien. Puis les autres, ben, c'est pour copier les informations, là, le setup pour d'autres situations. Donc, on peut l'afficher, ben, pourquoi pas en hexadécimal. C'est plus facile pour moi de voir pour les chiffres. On se rappelle qu'au niveau numérique, 0x30, c'est le code ASCII en hexadécimal pour 0. Donc, 31 qu'on voit ici en ce moment, mais on sait que c'est le caractère 1. Donc, déjà, on voit notre décodeur fonctionne bien. Ça, c'est bien. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire changer l'échelle de temps. Donc, avec l'échelle de temps, on va rapetisser l'échelle de temps. Puis on peut voir ici la communication sous une autre échelle, mais là, ce qui est intéressant, c'est que lui, au fond, il fait le décodage ici même pour nous. Donc, en hexa, ben, c'est 123. Puis là, il y avait deux caractères que j'envoie à la fin. Je vais juste vous montrer le code. J'envoie \n \r. C'est pour créer le retour de chariot à l'écran. Donc, si je n'utilise pas ça, ben, on ne va pas voir changer de ligne et retourner au début dans l'afficheur. Donc, ça va se mettre un à côté de l'autre. Plus difficile à lire. Naturellement, c'est des caractères qu'il faut transmettre. On les voit dans la communication. Donc, ils nous apparaissent ici. Donc, le code 10 et le code 13. Puis ici, ben là, c'est plus difficile, 7B à lire. Donc, on peut revenir dans un autre mode. Tenez, on va lui dire d'aller en décimale. Ah, juste une seconde, pourquoi pas en ASCII, on voit 123. Puis, bah, ici, c'est des codes qui ne sont pas affichables, naturellement. Puis, je vais retourner l'afficher en binaire et en décimale. Donc, en décimale, on voit le nombre 123 qu'on avait transmis. Puis, on voit les codes ici pour les chiffres qui correspondent. 10, 13, bon, ça, on se rappelle, c'était les codes. Puis, ça ici, c'est les trois caractères. On peut faire d'autres essais pour voir l'effet que ça va avoir directement. Donc, ici, on va envoyer le chiffre donné 250. Là, on voit 250 en décimale, puis on voit les caractères 50, 53, 48. On a nos deux codes qui finissent là. Puis encore une fois, si on veut changer le format, puis revenir en ASCII, 250. Donc on peut se promener dans les formats comme ça pour faire l'affichage des données. Donc on voit, ça peut vraiment nous aider énormément d'utiliser le décodeur de cette façon-là. Il y a quand même des limites, ce décodeur-là. Bon. Si on regarde, par exemple, la séquence de bits qu'on a ici, ben, c'est facile de détecter le start bit. C'était facile pour nous de détecter le start bit dans le signal du canal 2 aussi. Mais quand on se ramasse avec un flot continu de données, mais ça devient très difficile de détecter le début et la fin. Puis on va voir, je vais faire fonctionner en boucle tout le temps les mêmes données. Puis vous allez voir, il va se mélanger éventuellement. Il ne va pas nous afficher les bonnes données tout le temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire changer ces données-là, mais rapidement. En fait, là, ce qu'on voudrait générer, c'est qu'il envoie constamment des données pour faire en sorte que ça va saturer la communication. On va être tout le temps à son maximum. Donc, ce qu'on pourrait faire pour obtenir ce comportement-là, c'est de ne pas, au fond, créer de message de cette façon-là. On va juste créer un message de départ ici.
qu'on va connaître très bien. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Juste 10 caractères comme ça. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas le faire en fonction des données reçues. Donc ici, je vais juste enlever cette partie-ci. Puis nous, ce qu'on va faire, c'est qu'à toutes les fois, au fond, il va constamment essayer d'envoyer des données de cette manière-là. Donc on voit ici, là, il va charger constamment le message. Ici, pour ceux qui s'appellent de la vidéo précédente, c'était une boucle qui bloque au fond, qui fait en sorte qu'il n'y a pas de recouvrement dans la mémoire, mais ça fait quand même qu'il va transmettre tout le temps au maximum. Il est tout le temps en train de transmettre avec cette approche-là. Donc on envoie ça. Si on regarde au niveau de la transmission, on voit A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Donc, au niveau de la transmission, on voit, c'est correct, là, il est capable de transmettre tout le temps en boucle ces données-là. Mais on va voir qu'est-ce que l'oscilloscope, lui, en dit de ça, de ce signal-là. Au niveau de l'oscilloscope, on va l'arrêter parce que naturellement, en boucle, comme ça, on n'est pas capable de vraiment savoir ce qui se passe. Puis, on va changer le format. On va le mettre en code ASCII parce que c'est du texte qu'on envoie en ce moment. Puis, si on regarde, je vais juste enlever ça. Si on regarde, le décodeur, il n'est absolument pas capable de s'y retrouver parce que pour lui, il n'arrive pas à identifier où est le start parce que ça fait trop longtemps qu'il y a du défilement de données à son écran. Donc, au début pas à la fin, il n'est pas capable de se synchroniser. Pour qu'il arrive à faire ça, il faudrait qu'on ait des petites pauses. Donc, c'est juste pour vous dire, il y a des limites, au fond, à ce décodage-là. Et ça va être justement de réaliser là, que dans un flow continu, peut-être que les données que vous allez observer ne seront pas bonnes. Donc, s'il n'y a pas des petites pauses de temps en temps, il ne sera pas capable. Puis, simplement ici, pour lui permettre de reprendre son souffle puis de se synchroniser, on va lui ajouter un petit délai en microsecondes. Puis, juste pour le voir, là, un petit délai, c'est quand même un gros délai de 500 micros. On va voir l'effet que ça va avoir au niveau du décodeur. Donc, naturellement, ici, bon, ça lui permet de finir sa transmission ici à chaque fois. Donc, il finit sa séquence. Puis, au niveau de l'oscilloscope, si je fais une saisie, ben maintenant, il est capable de s'y retrouver parce qu'il y a des pauses. Donc, il est capable d'aller identifier le message qui a été reçu. Bon, ça, c'était avec l'oscilloscope. Mais il y a un autre outil qu'on a déjà vu qui est aussi intéressant, c'est l'analyseur logique. Puis, justement, le nôtre, il y a aussi naturellement les décodeurs nécessaires. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, au fond, le premier, je vais prendre le premier 4 connecteurs que j'avais. Donc, on va prendre les 4 premiers signaux. Puis, je vais les brancher. Donc, moi, ce qui m'intéresse, au fond, c'est ici. Donc, j'ai placé les 2 premiers sur le TX, puis l'autre sur le RX. Donc, ça va nous permettre d'avoir cette information-là. Puis, ben, c'est sûr aussi, je vais aller chercher un ground. Donc, j'ai le ground qui est associé juste à côté là, de ces canaux-là. Puis, on a justement une broche de ground juste à côté, donc sur le même connecteur. Excellent. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, nos waveforms. On va s'ajouter des canaux. Donc, ici, on va ajouter des types user. On va l'appeler user TX. Donc là, on va se placer en fonction toujours du Arduino, comme on était tantôt. Donc, notre TX, ça va correspondre à DIN1. Polarité standard, 8, N1. Le baud, donc là encore, on peut lui dire de le trouver lui-même ou on peut le spécifier de façon manuelle. Puis là, on peut rentrer notre baud rate ici. Ensuite, le format qu'on veut pour l'affichage, on peut dire que ça va être ASCII. Donc, au niveau de la transmission, c'est ça qui est intéressant parce que là, on va pouvoir l'afficher d'un côté en ASCII, puis l'autre côté en numérique. Donc, tantôt, il fallait tout le temps alterner entre l'un et l'autre. Donc, ici, ma transmission, puis j'ajoute un autre pour la réception. Encore une fois, un UART.
Cette fois-ci sur DIN le haut, on va dire que lui, c'est le RX. Donc, c'est la donnée que je reçois de l'ordinateur. Encore une fois, je le rentre en manuel, je lui dis que j'étais à 250 000. Puis, cette fois-ci, le format, ben, j'aimerais ça l'avoir en hexadécimal, non, en décimal. Donc, j'ajoute. Pour le trigger, ben, on peut mettre comme condition de trig qu'il y ait une variation sur un des deux. Donc, je peux mettre soit sur le phare de lui ou sur le phare de lui. On se rappelle, le start, c'est une descente, donc c'est ce qui va déclencher. Au niveau du trig, on va mettre, au lieu d'auto, on va mettre normal. Si on laisse à auto, il va essayer de déclencher sur n'importe quoi, ce qu'on ne veut pas. Puis maintenant, il nous reste à regarder au niveau de la base de temps, combien de temps qu'on veut observer. On sait que la trame complète tantôt de communication a duré moins de 1 milliseconde. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre pour la totalité de l'affichage 1 milliseconde. Ici, on peut jouer hein, avec la position du trig si on veut le déplacer. Donc, nous, on peut l'envoyer ici. Puis pour la durée, juste on va changer ça. Donc, la base de temps, nous, on voudrait mettre ça à 100 microsecondes par division, mettons. Qu'est-ce que ça nous donne comme étendue si on le tasse ici sur le côté? Ah, ça nous donne quand même presque 1 milliseconde complète. On va voir qu'est-ce que ça donne. Une séquence analysée. Donc, on envoie une au complet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Bon, avec le line feed puis le carriage return. Donc, le A puis le D. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'il nous montre vraiment dans les deux formats. J'adore ça. On va aussi remettre l'ancien code pour voir qu'est-ce que ça donne. Au niveau de l'analyse, ben, c'est un petit peu plus détaillé. Donc, on peut ici faire un petit zoom, puis il nous montre vraiment chacun des bits, qu'est-ce qui correspond exactement, selon son évaluation de l'échantillonnage en fonction des temps où ce que ça a varié. Donc, ça, c'est bien. On peut voir, comme l'autre, j'imagine, si on va lui enlever son délai, puis on redémarre, puis maintenant, on va faire l'analyse. Ici, ben, c'est un peu n'importe quoi ce qu'il nous écrit, encore une fois, parce qu'après un certain temps, il a désynchronisé puis il est incapable de s'y retrouver. Là. Il trouve un start puis un stop à quelque part, puis il essaie de s'arranger avec ça. Donc, ça donne un peu n'importe quoi comme affichage. Si on remet ça comme c'était précédemment, donc on enlève cette partie-là. Donc, on fait juste répondre comme on faisait tantôt. Donc, si on a une donnée, on va renvoyer une string qui correspond. On va envoyer ça comme code. Puis, on va ouvrir la console et waveform. Donc, la console par-dessus, en dessous, en fait. Puis là, on va voir le résultat directement. Donc, ici, je rentre 1, 2, 3. Oups, j'ai oublié de partir ça. Là, on peut voir notre 1, 2, 3, puis la réponse juste en haut. Puis là, c'est ça que je trouve intéressant dans Waveform, c'est que d'un côté, on peut le voir en numérique, l'autre on le voit et en ASCII et en hexadécimal. Donc, j'aime vraiment ça au niveau de la documentation. Puis, naturellement, ben, pour documenter vos rapports, on peut ici changer la mise à l'échelle. Donc, vous avez en bas une base de temps, en plus d'avoir les informations. Bon, là, j'ai un petit peu exagéré sur cette mise à l'échelle-là, par exemple. On peut l'agrandir. Bon, il y a une chose qui est très agaçante dans Waveform, ils ont comme inversé le zoom de la roulette par rapport à tous les autres logiciels. On passe notre temps à se tromper. Mais bon, on finit par... Non, on s'habitue pas. Moi, je me suis pas habitué. OK. Fait que là, ici, on voit, on est capable là, de documenter là, au niveau temporel, puis au niveau des données. Donc, pour documenter encore plus, ben, il est toujours possible d'ajouter des curseurs à l'intérieur de Waveform. Donc, ici, on peut aller dans View, on peut ajouter des curseurs. Dire, OK, je vais ajouter un curseur, puis là, positionner ce curseur-là, qu'on peut le déplacer pour faire apparaître, par exemple, nous mettre en évidence certains aspects temporels. Donc ici, on pourrait faire apparaître un premier curseur. Si je vais juste ouvrir ça.
qui nous donne une base de temps. Ensuite, un delta entre deux curseurs. Ici, je peux déplacer un curseur. Là, ça nous donne la différence ici entre les deux, qui est de 40 microsecondes. Donc, c'est la durée de la transmission complète de mon octet. Donc, je peux le mesurer ici, là. Ça a duré environ 40 microsecondes. Donc, ça a de l'allure. C'est à peu près supposé d'être 4 microsecondes par symbole. J'en ai 10, incluant le start et le stop. C'est sûr que là, on pourrait ouvrir ça et rendre ça un petit peu plus visible. Ici, on peut se déplacer à l'intérieur. Puis, positionner un petit peu mieux nos curseurs. Donc, je pourrais placer mon curseur ici. Mon deuxième curseur à la fin. Ou à peu près à la fin, à peu près ici. Ouais, parce que là, naturellement, le stop, il dure à peu près jusqu'ici. Le start débute là. Donc ça nous donne vraiment une bonne lecture là, au niveau du niveau temporel. Donc 40 microsecondes. On peut valider des aspects temporels aussi à l'aide de waveform, pas juste des données entre elles. Donc vous avez les informations qui apparaissent en bas. On peut mesurer une distance entre deux éléments. On peut mesurer justement la vitesse de la communication ici avec le start. Ici, je pourrais agrandir ça encore plus, positionner mon curseur, mes deux curseurs correctement. Donc sur le start et la levée qui est ici. Puis on arrive environ à 4 microsecondes pour la durée. Naturellement, on peut améliorer la vitesse à laquelle on va faire nos lectures par rapport à l'échantillonnage qu'on utilise. Donc, cette vitesse-là va varier, cette vitesse-là va affecter la précision de notre lecture. Mais ici, on voit, c'est quand même assez rapide, puis on a une très bonne précision qui est possible d'obtenir. C'est maintenant tout. Donc, dans la vidéo ici, on a vu comment utiliser l'oscilloscope et l'analyseur logique pour faire le décodage des communications série. On va voir plus tard qu'il y a aussi possibilité de décoder du I2C, du SPI, donc plein d'autres protocoles, même des protocoles maison au niveau de waveform qu'on peut aller configurer. Donc, dans l'oscilloscope, c'est des protocoles standards. Dans waveform, on peut même programmer nos propres protocoles et qui les reconnaissent automatiquement. C'est donc tout pour aujourd'hui. À bientôt dans une prochaine vidéo.